s'agit en fait d'une présentation, oui, de son film, mais en fait de l'œuvre de Bernard Gosselin et un petit topo de la carrière du cinéaste. Alors, Bernard Gosselin est originaire de Drummondville, où il est né en 1934. Il est en fait aussi décédé en 2006. Il a été formé à l'École des arts graphiques de Montréal, alors qu'Albert Dumouchel était le directeur de cette institution. Il débute sa carrière à l'ONF comme assistant monteur, puis aussi comme assistant caméraman au milieu des années 1950. Il collabore à titre de directeur photo pendant les années 1960 avec des cinéastes majeurs tels qu'Arthur Lamotte, Denis Arcand, Michel Brault et Claude Jutras. Et comment laisser de côté l'influence de Pierre Perrault sur Bernard Gosselin, alors qu'ils ont été de grands amis et de grands collaborateurs sur plusieurs films de Pierre Perrault pour lesquels Bernard Gosselin a assuré la direction photo. Le règne du jour, en 1967, c'était un Québécois en Bretagne, Madame, en 1977, pardon. Le goût de la farine, aussi en 1977. Pour la suite du monde, en 1962, avec Pierre Perrault et Michel Brault, et plusieurs autres films. Bernard Gosselin a également signé quelques œuvres au chapitre des réalisations, Le Beau Plaisir en 1968, Un royaume vous attend en 1975. Il faut préciser que Bernard Gosselin et Léo Plamondon, qui lui est originaire de Trois-Rivières, et qu'on aperçoit dans le film Jean Carignan, violonneux de Bernard Gosselin, ont réalisé ensemble des films documentaires ethnographiques sur les métiers traditionnels. Je nomme seulement Le pain d'habitant, première partie, construction du four, et Le pain d'habitant, deuxième partie, la cuisson, qui a été réalisé en 1977 dans une série intitulée La Belle Ouvrage. C'est une série qui s'est produite entre 1977 et 1980. Bernard Gosselin a aussi réalisé des documentaires sur les savoir-faire spécialement liés au travail du bois. Pensons à Remontant l'escalier en 1989, Le discours de l'armoire en 1978, Le canot arénal d'Atoma en 1980. Ces deux derniers, d'ailleurs, sont issus de la même série dont je parlais, César et son canot d'écorce, aussi en 1971. D'autres documentaires impliquent la participation dynamique des protagonistes et du cinéaste, comme dans L'Anticoste, un documentaire merveilleux qui retrace l'histoire de cette grande île du Québec. L'Arche de verre, sorti en 1994, est le dernier documentaire de Bernard Gosselin qui révèle son amour pour la nature. Afin de réaliser son film, il fait appel au directeur photo reconnu, Alain Dosti, qui est aussi son ami. Celui-ci a réalisé les images de nombreux films de fiction au Québec, en particulier les films de plusieurs réalisateurs importants tels que Denis Arcand et Gilles Groux. Et il y en a beaucoup d'autres, en fait. Selon Alain Dosti, avec qui je me suis entretenu au téléphone au début de la semaine, Bernard Gosselin était un amoureux de la nature et des arbres. Il avait une véritable passion pour les écosystèmes. Alain Dosti signera par ailleurs sa dernière œuvre en tant que directeur photo d'un film documentaire. Bernard Gosselin fut aussi monteur de plusieurs films, dont le documentaire L'Arche de verre. Concernant les deux extraits que nous avons sélectionnés donc du documentaire L'Arche de verre, eh bien, le premier extrait que nous avons sélectionné, c'était pour en fait montrer la conversion patrimoniale, donc de ce passage entre le vélodrome qui est devenu le biodôme à partir de 1992, lorsque les travaux se sont terminés. Et le second extrait qui avait été choisi, c'était dans l'idée de présenter en fait la forêt qui est réintroduite dans le biodôme. C'est ce qu'on voit au début de cet extrait qui dure près d'une demi-heure, suivi en fait des écosystèmes ou comme un animateur dans le documentaire soulève, les reproductions d'écosystèmes, dont en particulier l'écosystème de la forêt laurentienne qu'on aperçoit vers la fin de cet extrait. Alors, sans plus tarder, passons à la période des questions entre les animateurs et nos invités, Anne Casselas et Étienne Laurence. Alors, j'ai une première question pour vous. Je me suis demandé, en fait, quelles étaient, comme ça, vos premières réactions par rapport au film documentaire de Bernard Gosselin.
Alors, vous pouvez y aller à tour de rôle. La première réaction, c'est certain que de mon côté, ça fait vibrer quelque chose parce que non seulement je vois là plusieurs de mes collègues qui sont pour certains encore avec nous. Aussi, comme vous le savez probablement, on sort d'un gros projet qui est le projet Migration. On a été fermé pendant 2 ans et demi. On a réouvert le 31 août dernier avant de refermer, mais c'est une autre histoire. Alors, ces travaux-là, on les a. J'étais pas là en 1992 pour l'ouverture. Par contre, ces travaux-là, je les ai un peu vécus dans les derniers mois, les 2 dernières années. Et c'est vraiment tout un défi. Donc, tout le défi dont on fait mention dans le documentaire concernant la difficulté de de mettre en place et de maintenir de la vie sous un dôme, ben, nous, c'est notre défi au quotidien. Donc, en fait, pour moi, au biodôme, l'envers du décor est beaucoup plus riche, même à la limite, qu'une simple visite, parce qu'il y a tout un monde qui grouille derrière les murs, tout un système à mettre en place. Et ça, je trouve que le documentaire rend bien ces enjeux-là. Et en plus d'expliquer en fait la raison d'être d'un biodôme en 1992, et certains de ces propos-là, je pourrais les répéter tels quels aujourd'hui en 2020. Oui, si je peux poursuivre, c'est vrai que ce documentaire est très très intéressant. Il laisse la parole justement aux acteurs de l'époque. Certains sont encore là, comme vient de le mentionner Étienne. Et puis c'est sûr que il y a des mots-clés qui peuvent nous frapper justement à propos de cette recréation d'écosystèmes, la manière dont on a eu de la difficulté à aller chercher des espèces à l'extérieur. Pour avoir interviewé Pierre Bourque dans ma recherche, en fait, il parlait justement de cette difficulté, de ces négociations, que des fois, il fallait, oui, ça partit du Costa Rica, mais ça devait aussi faire une halte en Floride avant de revenir. Donc, il y avait tous ces enjeux-là, et à la fois pour les espèces animales et végétales, et on le voit très bien dans le documentaire, lorsqu'il parle justement de ces implantations authentiques d'arbres et de végétation. Et puis après ça, on peut voir aussi que ça a évolué, le biodôme, depuis, parce qu'on voit quand même quelques minutes à propos des fous de bassin, mais on a bien vu que quelques années après, malheureusement, il a fallu les retirer, et Pierre me disait que ça lui avait un petit peu brisé le cœur, mais en même temps, c'est que c'est un petit peu ça, c'est de la recréation d'écosystèmes, c'est une représentation d'écosystèmes. Et du coup, la chaîne alimentaire de la nature est un petit peu minimisée, ce qui est normal parce que pour avoir visité le biodôme à de multiples reprises avant sa fermeture pour rénovation, certains guides disaient oui, mais ça peut traumatiser aussi des visiteurs de voir un fou de bassin attraper un poisson. Donc, il y a aussi toute une réalité. Et ça, je rejoins du coup les propos d'Étienne Laurence. Merci beaucoup à tous les deux. En fait, je me demandais aussi comment vous pensez cette transition-là, d'abord entre les deux bâtiments, en fait c'est le même bâtiment, mais les deux institutions, c'est-à-dire, donc, mais il y a aussi Fleuralie aussi également entre les deux, mais entre donc le Vélodrome et le Biodôme, et l'autre transition aussi qui s'est effectuée, en fait, ce rapport-là entre architecture de verre et les espèces animales qui se trouvent dans le biodôme. Donc, j'aimerais peut-être que vous abordiez un peu ces deux aspects-là. Oui, donc c'est comme tu viens de le mentionner, Alexis, Pierre Bourque, lors des Floraliers en 1980, s'est servi donc du Vélodrome comme serre. Donc ça lui a d'ailleurs inspiré un petit peu, et il a constaté que ça pouvait se faire à l'intérieur de, comme tu appelles, cette arche de verre, pour reprendre le titre du documentaire. Donc c'est sûr que ça a été aussi des intuitions de la part de Pierre. Pierre l'a porté comme gestionnaire, ce projet. Il mentionne beaucoup son équipe. D'ailleurs, j'ai été heureuse de voir cette table carrée avec toute son équipe de l'époque. Ça, c'est des images touchantes, en tout cas, je trouve, parce que c'est toute une équipe. Mais c'est sûr que cette équipe et Pierre ont porté le projet, malgré quelques controverses, etc. Mais bon, pour revenir à ta question initiale, c'est sûr que
le biodôme, sa transformation, ça a aussi fait écho à l'architecte de base. Pierre le dit souvent, Monsieur Taillefer m'a pas beaucoup aimé d'avoir eu cette idée, mais c'est en plus d'avoir utilisé les floralies, cette expérimentation et se servir du vélodrome comme serre. En fait, il y a eu aussi, à la fin des années 80, on a confié à Pierre Bourque le secteur sciences, parce que lui, il était directeur du jardin botanique et des espaces verts de Montréal. Et on lui a confié l'espace sciences avec, je pense, un zoo, un aquarium, un jardin des merveilles. Et en fait, tout ça, c'était déficitaire. Et donc, en fait, il a proposé de fermer ces équipements, ces institutions pour créer le biodôme. Et après ça, avec son équipe, en fait, ils ont travaillé fort, comme on l'a vu dans le documentaire, pour insérer les espèces animales et végétales. Et donc ça a été tout un défi. Et en fin de compte, je pense que le moment justement où Pierre est touché dans le documentaire, c'est lors de l'ouverture du biodôme où il dit « le biodôme est à vous ». Et donc, c'est sûr qu'après ça, Ken pourra mieux en parler que moi, mais entre la mission puis la réalisation, il y a eu aussi des ajustements. Il parle d'ailleurs de forêt évolutive dans le documentaire. Donc, c'est sûr que c'est tout un travail qui a été fait, une vision apportée. Il y a justement un employé qui parle de la vision de l'écologie en 1992 et donc que le biodôme refléter cela, mais à la fois il y a eu des avancées technologiques et informatiques assez importantes et ça n'a pas été refait pendant un moment. Donc tout ce cycle en fait, cette réutilisation de l'humidité, transformation en neige, etc. Donc il y a eu tout un monde qui s'est créé et c'est en fait à travers la représentation des écosystèmes, en fait, qu'on a pu faire découvrir aux visiteurs une autre manière, justement. C'est pour ça que je parle de zoo contemporain, parce qu'on peut voir dans le texte d'Esteban qu'en fait, il y a une évolution du zoo. Et en fait, dans mon article, j'en conclus qu'en fait, en fonction de l'évolution des mentalités, il y a aussi une évolution des équipements pour justement respecter plus le bien-être des animaux plutôt que d'avoir une vision justement pour contrôler l'animal. On a voulu davantage l'observer. Merci. Effectivement, c'est très juste tout ce que dit Anne. Je reviens sur le vélodrome. En fait, je suis parmi les fans du parc olympique, des bâtiments olympiques. On peut les critiquer, on peut les trouver horribles, majestueux. Bon, chacun ses goûts par rapport à ce qu'on présente ici, mais il y a un élément qu'on ne peut pas mettre de côté, qu'on ne peut pas renier, c'est que architecturalement parlant, c'était tout un défi de construire ces bâtiments-là. On parle de la tour inclinée la plus haute. Le biodôme, pendant longtemps, a été, en fait, le vélodrome, pendant longtemps, a été le bâtiment, donc le toit le plus grand, qui n'est pas soutenu par des poutres. Je pense qu'il y a un stade de foot qui le déclasse maintenant, mais c'était vraiment au niveau de la construction même du bâtiment. Le toit a été construit au sol et ensuite avec des élévateurs répartis un peu partout. Ils ont levé ce toit-là à coût de quelques millimètres par jour. Encore aujourd'hui, ce seraient des travaux gigantesques. En fait, je ne suis même pas certain qu'on les entreprendrait, ces travaux-là. Alors, le bâtiment en soi, donc on le met en valeur depuis la réouverture. On a une toute petite exposition où on en parle parce que le bâtiment est au cœur même de ce projet-là de mettre de la vie. Si ce n'était pas des lanterneaux, donc les puits de lumière qu'on a sur le toit, on n'aurait jamais pu, d'une part, avoir les végétaux, et par la suite, un biodôme, comme on le connaît, il y a un apport qui est majeur en lumière naturelle pour nos végétaux, qui est nécessaire aussi pour les animaux. Donc, est-ce qu'on peut remplacer tout ça par des bulbes, par des éclairages? Oui, mais on n'est pas du tout dans un environnement naturel. Donc, le bâtiment nous a permis de recréer
ces habitats naturels le plus près possible de ce qu'on retrouverait en nature. Alors, on parlait tout à l'heure de Pierre Bourque. Pierre Bourque, effectivement, qui est l'instigateur de ce projet-là, c'était excessivement audacieux ce qu'il a fait parce que lorsqu'on est dans les années 80 au niveau des institutions zoologiques ou des aquariums dans le monde, on s'intéresse aux espèces, aux spécimens. On s'intéresse, enfin, on arrive et on est avec, bon, devant nous une cage, un animal, le nom de l'animal, voilà. Et c'est ce qu'on veut montrer. On veut présenter une espèce. Ici, le défi, c'était non pas de présenter une espèce, mais de présenter l'habitat, là où vit l'espèce. Ben, oui, par la bande, l'animal y est, mais dans les années 80, de penser à présenter un écosystème plutôt qu'un zoo contemporain, ça sortait pas de nulle part, mais c'était vraiment audacieux, comme je le disais. Aujourd'hui, la grande majorité des zoos prend cette tendance-là, donc de présenter l'animal dans un environnement le plus près possible de son milieu naturel. Alors, c'est vraiment important pour nous, même dans les travaux qu'on a entrepris dans les derniers mois, bien, on veut pousser davantage la note, on essaie d'enlever les stimuli au maximum, autre que être en présence des arbres, en présence de cette faune, cette flore-là. Alors, on essaie le concept a été fait et encore aujourd'hui, lorsqu'on remplace une roche, parce oui, on a du faux, on a des faux rochers, on a des faux arbres qui nous servent parfois de barrière, de garde-corps. Lorsqu'on remplace du faux, ben, on s'assure de se rapprocher de la vraie chose. Donc, on engage des spécialistes, des artistes qui modèlent des troncs d'arbres ou des rochers de façon à représenter les rochers qu'on retrouve, par exemple, au niveau des côtes du Labrador et non pas ailleurs. Ce n'est pas un rocher générique, c'est vraiment le type de roche précis. Alors, voilà, ben, c'est très, très important de représenter ça. Le biodôme évolue. On a vu des plantations qui ont été faites dans le documentaire. On parle aussi de forêts qui vont atteindre une certaine maturité. Bien, on a des plantes qu'on retrouve actuellement dans nos collections qui n'ont jamais été plantées, c'est-à-dire qu'elles ont poussé par la pollinisation due soit à nos oiseaux ou aux chauves-souris. Tout d'un coup, paf, on a un nouvel arbre à un endroit, mais ça vient de la vie. Donc, on en contrôle plusieurs paramètres, mais cette forêt-là vit par elle-même aussi. Très intéressant, justement, la part de la pollinisation, justement, des espèces qui sont déjà présentes dans le biodôme. Dans le film, on voit, surtout dans le premier segment, un code de couleur qui apparaît. Je ne sais pas si vous rappelez, donc le bleu, le rose, le vert turquoise. Est-ce que d'après vous, ça fait référence sur le plan symbolique aux écosystèmes? Et puis, dans un autre ordre de questions, je me demandais, qu'est-ce que vous pensez, vous l'avez déjà abordé de façon importante, mais qu'est-ce que vous pensez de cet apport visionnaire de Pierre Bourque aujourd'hui? Quelle est sa contribution majeure pour les sciences naturelles au Québec et au Canada? Bien, je crois qu'aujourd'hui, la plupart de ses propos, c'est acquis. C'est acquis. Le côté écologie que lui met de l'avant, le côté relation entre l'humain et la nature qui est très, très cher à ses yeux, ben aujourd'hui, ça va de soi. Ça va de soi. Donc, vraiment, la société a évolué dans le sens de ses propos. Alors, ce que lui disait fin des années 80, début 90, aujourd'hui, ça peut sortir de la bouche de tout le monde, mais si on remonte presque au-delà de 30 ans, même plus tôt, c'était quelque chose. On le vit, bon, au Jardin botanique. Pierre Bourque a aussi un impact là au niveau des collections, au niveau des jardins qui sont produits. Donc, on parle beaucoup de lui encore aujourd'hui pour ces réalisations-là et peut-être même plus parfois que par rapport au rôle de maire qu'il a occupé par la suite. Pour ce qui est des codes de couleurs, là, je ne suis plus trop certain où on les retrouve là, dans le documentaire. Par contre, ben, effectivement, c'est quelque chose qui est
On essaie d'associer un code de couleur à chacun de nos écosystèmes. Je vais vous donner un exemple. Au niveau de la forêt tropicale, nous, on l'a longtemps associé à la couleur rouge, rouge ou parfois orangée. Donc, on est dans la chaleur. Et bien, dans le cadre du projet Migration, on a décidé de changer ça. On a plutôt utilisé le orange pour l'érablière, étant donné les saisons, l'automne, et mettre plutôt la forêt tropicale en vert, parce que c'est surtout vert, une forêt tropicale. Et ça a créé tout un tollé parce qu'on utilisait ce code de couleur-là depuis très longtemps, alors que le nouveau nous semble maintenant plus logique. Mais on a des repères visuels comme ça à plusieurs endroits et les gens associent rapidement un écosystème à une couleur qu'on leur aura donnée. Je ne sais pas si Anne peut aussi peut-être développer là-dessus, là, peut-être plus que moi même. Merci. Ben, pour un petit peu reprendre juste la première phrase que vous avez dite, Étienne, c'était plus, c'est sûr que c'est présenter donc des habitats recréés. Pierre avait eu cette vision même auprès de la nature, comme tu le mentionnais, parce que quand je l'interviewais un petit peu à propos du jardin botanique, il disait qu'en fait, il voulait absolument rester avec ce rêve, et là je le cite, d'amener la nature vers la ville, donc d'apprivoiser la nature urbaine, et c'est un petit peu l'horticulture, parce que Pierre Bourque a une formation d'horticulture qu'il a faite en Belgique. C'est sûr que pour lui, c'était pas évident, il n'y avait pas de modèle. Donc Pierre Bourque, c'est quelqu'un qui a énormément voyagé, qui a d'ailleurs fait des contacts, soit pour le jardin ou pour après le biodôme. Mais c'est une équipe avant tout, une équipe de chercheurs, parce qu'à la base, ils avaient une idée de faire 3 forêts tropicales, puis finalement l'équipe a voulu faire plus un transept nord-sud à travers donc les 5 écosystèmes d'Amérique. Donc il y a eu une évolution avec son équipe de recherche, et puis son équipe était aussi multidisciplinaire. Je fais souvent des parallèles avec Parc Canada, qui avait aussi une équipe multidisciplinaire dans les années 70-80. Donc, au niveau muséologique, on retrouve cette multiplicité dans les équipes où il y avait des biologistes, des muséologues, des architectes, etc. pour faire ce projet-là. Et donc, une évolution de pensée. Comme ils le disent dans le documentaire, donc la pensée écologique en 1992, puis ce désir justement de Pierre Bourque de fermer des institutions pour créer une institution plus contemporaine, au goût du jour, avec une pensée écologique, clairement. Et puis, c'est aussi un cadeau de Québec à Montréal pour le 350e anniversaire, en fait, le biodôme. Et pour voir un peu la persévérance de Pierre, c'est qu'il me dit, il y a eu un gros budget, je ne pourrais pas dire exactement le chiffre, mais il manquait 5 millions à la fin. Il dit, je ne peux pas arrêter là. Donc, il était voir le ministre de l'écologie à l'époque, et il a dit, moi, où il y a une sorte de trou un peu à l'entrée du biodôme, on pourrait un petit peu faire une thématique écologique, est-ce que ça vous intéresse, etc. Et il a eu les 5 millions grâce à ça du ministère de l'écologie, et donc il a poussé comme gestionnaire pour que ça arrive. Et Pierre dit souvent, je ne veux pas faire de politique dans l'entrevue, etc. Mais souvent, ils se sont retrouvés, ils se sont en tout cas sentis un petit peu seuls avec son équipe à porter ce projet. Parce qu'on le voit aussi dans le documentaire, un petit peu plus à la fin, où les scientifiques, des fois, n'y croyaient pas à ce projet-là de recréer des habitats. Et donc, c'est sûr que ça s'est fait dans une ambiance de l'époque. Dans mon article, je le montre bien. Yves Paris l'a plus ressenti, ces polémiques, c'est un petit peu ces débats. Martine Bernier un petit peu moins, mais ça reste que c'était un gros projet innovateur avec une nouvelle manière de penser pour, en tout cas, l'époque. Et donc, moi, les codes de couleurs, c'est très bien que tu les aies expliqués parce que je ne suis pas dans cette technicité-là. Mais donc, c'est pour ça que je parle un petit peu plus de l'évolution, de la pensée, des visions, en fait, que Pierre Bourque a pu me raconter, notamment en entrevue. Merci beaucoup à tous les deux.
Alors, je me demandais, dans le premier segment du film choisi, on montre le passage du Vélodrome à la fondation du Biodôme. Comment considérez-vous l'évolution du Biodôme depuis ses débuts par rapport à sa volonté de promouvoir et de protéger l'environnement? Donc, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la mission environnementale aujourd'hui du Biodôme? Ben, en fait, on a eu plusieurs discussions là-dessus dans les derniers mois, les dernières années, dans le cadre du renouvellement de notre institution. Et un exemple qui nous venait rapidement en tête, dans les années 90, quelques années après l'ouverture, je pense que c'est 94-95, quelque chose comme ça, il y a eu un spectacle qui avait été fait au Biodôme sur les pluies acides. Alors, si ceux parmi vous qui s'en rappellent, c'était un thème très populaire dans les années 80-90. Et les gens, oui, écoutaient, mais partaient, puis étaient un peu... adhéraient pas nécessairement au contenu qui leur était dit. Dans les dernières années, début 2010 environ, on a fait un spectacle sur les changements climatiques, notamment avec la mission du SENA 4 et Jean Lemay. Et là, les gens étaient intéressés à écouter, à vouloir comprendre, poser des questions, voulaient aller plus loin aussi et quittaient. Aujourd'hui, lorsqu'on parle aux gens, non seulement les gens arrivent avec une meilleure connaissance sur les problématiques, sur les enjeux environnementaux, ils veulent aller plus loin, mais ils veulent aussi savoir, moi, là-dedans, qu'est-ce que je peux faire? Donnez-moi des pistes d'action. Dirigez-moi. J'ai envie de bouger, j'ai envie de faire quelque chose. Comment vous pouvez m'aider? Donc, on a vraiment vu au niveau de la perception, de la réceptivité de nos visiteurs vis-à-vis des messages liés aux enjeux environnementaux a évolué rapidement au fil des ans. Et dans les prochaines années, une des tangentes qu'on voudrait faire, qu'on voudrait prendre, pardon, c'est de travailler avec nos visiteurs, d'être avec nos visiteurs, de pousser beaucoup plus loin la mise sur table de projets de conservation, par exemple, ou de recherche citoyenne qu'on pourrait faire. Alors, je pense que la mission du Biodôme a su évoluer au fil du temps et va continuer à l'être. Je pense que c'est ce qui nous tient en vie aujourd'hui. Anne, est-ce que tu désires rebondir? Oui, mais c'est sûr qu'une institution, ça évolue. Le Biodôme en fait partie de cette évolution. J'ai pu participer comme citoyenne à des focus group, donc je sens même qu'il y a un intérêt clairement du Biodôme d'aller chercher l'avis des habitants de Montréal. Notamment, il y avait eu un focus group à propos de qu'est-ce qu'on allait faire pour ouvrir en fait cette sorte de plateforme terrasse au-dessus où on voyait tous les écosystèmes. Donc, c'est sûr qu'il y a une tangente pour justement, comme vient de le dire Étienne, pousser à la participation du visiteur et des habitants en fait de Montréal. Après, c'est sûr que moi, dans l'article que j'ai pu écrire il y a 4 ans maintenant, je vois ce côté de l'évolution de la mission, c'est certain. Mais il y a aussi, comme le dit Étienne, une évolution des mentalités. Je pense que c'est ça qui est important. Après, le Biodôme fait des événements aussi. Par exemple, lors de la thématique de la lenteur, ils avaient donc à l'entrée du Biodôme mis en exergue donc un paresseux qu'on pouvait observer, donc un petit peu plus en dehors de son habitat. Donc, ou l'hiver, pendant la nuit blanche, on pouvait aller voir les pingouins devant le Biodôme. Donc, il y a des initiatives comme ça un petit peu pour sensibiliser, pour poursuivre cette mission. Après, dans mon article, j'ai aussi repéré, et ça c'est normal pour toute institution, un côté plus marketing, donc avec le logo, même s'il n'y a pas de végétariat, d'animal phare, en fait, ben, sur le logo du Biodôme, c'était le manchot. Donc c'est sûr qu'il y a quand même un côté marketing pour attirer un côté communication qui est là, mais ça ne retire en rien la mission du Biodôme, c'est juste, je pense,
des tactiques ou des techniques différentes pour justement sensibiliser les publics. Et puis, quand j'ai un petit peu vu la notion mais je pourrais en reparler plus tard, au niveau des valeurs de patrimonialisation, c'est sûr que le visiteur s'émerveille, le visiteur va voir. Et puis, dans les articles que j'ai pu lire, c'est que en fait, c'est sûr que les animaux, ça restera l'attraction. Donc, c'est sûr que des fois, le biodôme peut se servir des animaux à des fins pédagogiques. Donc, c'est un petit peu ça que moi, je peux voir de mon point de vue. À plus de visiteurs, je l'avoue, moins spécialiste que Étienne, mais c'est sûr qu'une institution évolue dans le temps. Oui. Sur Ben, le plan... Oh, pardon. Si je peux peut-être juste renchérir là-dessus, c'est certain que d'un point de vue marketing, ben, il faut aller chercher les gens. On veut que les gens viennent chez nous. On pourrait présenter toutes sortes d'invertébrés. Ce serait peut-être pas aussi sexy que d'avoir, par exemple, un singe ou un manchot. On ne veut pas avoir une espèce vedette ou quelques espèces vedettes. Bon, on l'a dit, pour nous, la vedette, ça se trouve être les écosystèmes, mais une chose, par contre, et on mise beaucoup là-dessus, on a développé une approche qu'on appelle la pyramide d'intervention. Donc, tous nos éducateurs maintenant, lorsqu'ils développent des programmes, lorsqu'on veut rédiger un blog ou un article, bon, cette pyramide-là, d'une part, les gens arrivent, ils veulent avoir une information de base. C'est quoi? Qu'est-ce que ça mange? Ça vit où? Mais le rôle de nos éducateurs, oui, c'est de répondre à ces questions primaires-là. Par contre, c'est d'amener le visiteur plus loin par la suite. Donc, après avoir dit qu'est-ce que ça mange, mais saviez-vous que tel animal est en relation avec un autre qu'on peut observer ici ou pas, et pour quelles raisons ils sont en relation. Ensuite, ben, on comprend donc ces liens écosystémiques-là, mais il y a des enjeux parce que ici, on vit du déboisement sauvage, par exemple. Ben, je pense qu'à ce moment-là, il faut expliquer qu'il y a des enjeux et nous amener donc à réfléchir et à trouver des pistes d'action individuelle ou collective. Alors, nos éducateurs, maintenant, leur rôle, c'est ça. Alors, on part d'un prétexte qui est d'être devant le tamarin lion doré, un beau singe orangé, pour l'amener à comprendre qu'il y a des enjeux au niveau de la forêt en Amazonie. Donc, l'animal sert à ça aussi, à parler des enjeux environnementaux. Et les gens, puis je reviens avec l'évolution de la mentalité, il y a peut-être 20 ans, on ne serait pas allé aussi loin. Aujourd'hui, les gens repartent et ils veulent en savoir encore plus. Ils veulent fouiller davantage. Donc, c'est effectivement, les gens évoluent, on évolue avec eux là-dedans. Dans le chat, Anne-Marie Brodehou nous demande en fait, Anne a souligné que l'architecte Taïban n'était pas très content de la conversion. Pour quelle raison en particulier il n'était pas en faveur de la conversion? Je vais répondre assez général parce que je ne suis pas spécialiste, mais en fait, c'est un petit peu comme la réaction de l'architecte pour justement la tour penchée, comme le mentionnait Étienne. Dès qu'on veut un petit peu changer la mission première d'un bâtiment, les architectes peuvent réagir de manière plus ou moins vive. Et donc, Taillefer, évidemment, tenait à son vélodrome. Mais Pierre le disait, écoute, il y avait quelques, je sais pas, une vingtaine de cyclistes par an. Donc, à un moment donné, il fallait faire une nouvelle mission à cette institution-là. Mais les architectes sont attachés à la mission de base, pourquoi ils l'ont créée. Moi, en tout cas, je répondrai de manière assez large. Je ne sais pas si Étienne peut compléter, mais Ouais. on l'a vu avec l'autre architecte pour la tour penchée notamment. Effectivement, pour Roger Taillibert, on dénaturait son œuvre d'une certaine façon. Il faut dire aussi que M. Taillibert a fait un peu sa carrière ou sa marque de commerce, c'était les installations sportives. Donc, lui n'a jamais digéré, en fait, jusqu'à sa mort, il n'a jamais digéré d'avoir des pingouins dans son vélodrome. Alors, c'est un sujet sensible. Je peux comprendre. Est-ce que, sur le plan historique toujours, les espèces vivantes ont évolué lorsqu'il s'agit des choix qui ont été faits
à partir de 1992 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve sensiblement les mêmes espèces vivantes ou il y a eu une réflexion qui a été faite sur la sélection et aujourd'hui, par exemple, dans le documentaire, là, à la fin du documentaire, pardon, on soulève le fait que les caïmans ne sont pas encore arrivés. Est-ce que les caïmans sont arrivés et est-ce que, il y a d'autres espèces qui se sont ajoutées, d'autres qui ont été retirées suite aussi aux rénovations? On a des espèces qui ont un rôle un peu plus majeur, disons, dans le biodôme et donc qui exigent des installations particulières. Je donne un exemple, le castor, on ne pourrait pas vivre sans le castor au biodôme parce que le castor est un créateur d'habitat et toute la représentation qu'on fait de notre érablière tourne autour de cet étang-là de castor. Donc, c'en est un exemple. Par contre, oui, il y a eu évolution, effectivement. Les caïmans, par exemple, on avait jusqu'à tout dernièrement des caïmans yakar, une espèce très, très peu active. En fait, les caïmans en général sont très peu actifs. On les a changés à la réouverture du biodôme pour une espèce de caïman, le caïman museau large, qui est un peu plus petit et qui pouvait donc occuper un espace un peu moins grand parce qu'on les a bougés, on les a déplacés d'endroits dans la forêt tropicale. Anne parlait tout à l'heure des fous de bassin. Ben, c'est la même chose. Les fous, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas une bonne idée parce qu'il venait très, très près. C'est un oiseau d'assez grande taille et il venait très, très près des gens, donc ça devenait dangereux. Il a fallu les retirer. À l'ouverture, il y avait des ouistiti. Ouistiti commun. Petit singe, ça se déplace, difficile à garder à un endroit donné. Alors, on s'est départi des ouistiti. Par contre, on a réaménagé un habitat et à la réouverture dans les dernières semaines, on a réintégré des ouistiti. Alors, donc, ça évolue, même chose au niveau des oiseaux. On veut éviter la compétition entre eux, compétition alimentaire notamment. Alors, des fois, il a fallu faire des choix. L'autre chose, ben, c'est aussi au niveau de la disponibilité des espèces. Si on parle des oiseaux, ben, il y en a qui sont peut-être plus faciles que d'autres à aller chercher. On va faire des échanges beaucoup avec les institutions zoologiques à travers le monde. Ben, on ne peut pas prendre n'importe quelle espèce. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec ces animaux-là. On travaille entre autres avec ce qu'on appelle les SSP, les Species Survival Plan, donc les plans de survie des espèces. Donc, le tamarin lion doré dont je parlais tout à l'heure fait partie d'un SSP. C'est avec l'Association des zoos et aquariums américains. Donc, il y a une institution aux États-Unis qui est en charge de gérer la population en captivité de ce primate-là. On ne peut pas avoir n'importe quel individu, on ne peut pas les reproduire comme on veut. Alors, ben, les échanges entre institutions, parfois, font en sorte que, oups, notre individu à nous, on est obligé de le remettre à une autre institution parce qu'on veut le bien pour cette espèce-là. Donc voilà, alors oui, ça évolue. On a au niveau des manchots actuellement 4 espèces. On en aura une nouvelle qui s'en vient sous peu. Mais tout ça, c'est dépendant effectivement des disponibilités, des possibilités et de la cohabitation entre nos animaux, parce que je vous rappelle, on n'a pas de cage, donc il y a des échanges, ils peuvent se déplacer. On a déjà eu des iguanes dans notre forêt tropicale en liberté. Par contre, ils avaient de la difficulté à assimiler le calcium. Donc, il y avait, au niveau de la santé, à certains moments, leur santé dépérissait. Donc, on s'en est départi. On ne peut simplement pas garder ce genre d'animal-là. Parfois, on le sait à l'avance. D'autres fois, on se rend compte que, oups, on n'a pas les installations nécessaires et on s'ajuste en conséquence. Merci. Et c'est ça, on avait aussi quelques questions sur le plan éducatif. Alors, je laisse ma collègue Daphné Et intervenir. c'est ça, j'allais rebondir sur le fait que cette espèce-là, juste sur cette remarque que vous venez de faire, est-ce que ça vous oblige à comme constamment retravailler avec vos médiateurs les explications pour le public, si ça change comme ça assez régulièrement? Ben pour nous, la formation continue, elle est très, très importante. On a énormément d'espèces, donc tout connaître, c'est pas évident. Il n'y a personne, en fait, au biodôme qui connaît absolument tout sur nos espèces, je vous le dis d'entrée de jeu.
Mais donc, oui, sur les espèces, encore une fois, c'est de connaître l'espèce, c'est de connaître les interactions entre les espèces. Et dès qu'on a une nouvelle espèce, on doit produire une nouvelle fiche, une formation qui est donnée à nos employés, à la fois les médiateurs, mais aussi les gens qui en prennent soin de ces animaux-là. Merci. Et comment le volet muséologique, ça rime au programme éducatif? Et je vois que vous avez déjà parlé, mais la mission éducative, c'est comme plutôt précisé sur le développement durable, d'après ce que je comprends. Oui. Donc, comment, dans le fond, au niveau de la muséologie et des programmes éducatifs, je vais parler principalement du renouvellement. Vous n'avez peut-être pas vu le biodôme, mais c'est la tangente qu'on prend aussi. L'expérience de visite se veut, dans le fond, un peu dans le même sens que l'éducation relative à l'environnement. Donc, la première étape, c'est d'abord émerveiller, parce qu'on le sait, on protège ce qu'on aime. Alors, on veut émerveiller, on veut que les gens trouvent ça beau, qu'ils soient intéressés. Une fois qu'on a cet élément-là de fait, qui se fait relativement rapidement, habituellement, on va aller faire connaître ce qu'on présente. Donc, parler de l'espèce, expliquer c'est quoi. Et par la suite, c'est d'amener les gens à vouloir à comprendre les enjeux et à vouloir passer à l'action. Donc, la visite se fait de la même façon. Donc, lorsqu'on entre dans le biodôme, on est dans un endroit très, très épuré, des grandes parois blanches. Ça, c'est le tout nouveau concept, donc peut-être que vous ne l'avez pas vu encore, mais des grandes parois blanches et le feu d'artifice, c'est lorsqu'on entre dans l'écosystème. Parce qu'un écosystème, c'est des plantes, c'est des animaux, c'est des rochers. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la température, le climat, c'est tout le système hydrologique. C'est aussi les odeurs qu'on va trouver, les textures qu'on va trouver, les sons. Parfois, on nous dit « Ah, j'ai pas vu d'oiseaux. » Oui, mais as-tu entendu des oiseaux? Ah, ben oui, il y en avait, ils sont là. Alors, on entre et on voit cet écosystème-là. Lorsque les gens auront fait le tour de nos écosystèmes, on quitte et on entend des témoignages de gens qui parlent de leur relation avec la nature. Quelqu'un va dire ici, ce que j'adore en forêt l'hiver, c'est de m'arrêter et d'écouter le silence. Donc, on entend des témoignages et va se découvrir devant nos yeux une phrase choc qui est en fait une phrase que une centaine de scientifiques ont exprimée il y a déjà au-delà 10 ans maintenant. Qui dit entre l'humain et la nature, le choc est inévitable. Donc, on veut vraiment faire sensibiliser les gens au fait que ce que vous venez de voir, c'est fragile. Et il y a des problématiques environnementales qui sont très graves en ce moment. Et suite à cette phrase choc-là, on les amène vers une installation où on présente 25 projets citoyens des organismes non lucratifs, différents paliers de gouvernement locaux ou encore internationaux, des projets qui vont tous dans le sens de la préservation, de la conservation de la biodiversité, de la protection de la biodiversité, et qui ont eu des impacts réels, mesurables. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de savoir que ce qu'on fait aura un impact réel. Parfois, il y a certains projets, et je vais nommer celui-là, le pacte, dont vous avez certainement entendu parler il y a ça fait quoi, 2 ans maintenant peut-être? On n'a toujours pas les résultats de ce pacte-là. Tout le monde s'est engagé. Maintenant, est-ce que tout le monde a réellement répondu à leurs engagements? Moi, j'en doute personnellement. Alors, l'idée, c'est de montrer des projets, parfois très simples, concrets, et qui ont mené à des résultats. Alors, on parlait de la muséologie et de l'éducation. Donc, par ces outils-là, on en arrive à sensibiliser notre clientèle en fonction de notre mission, de nos objectifs. On a développé d'autres moyens. On a développé une application mobile qui est beaucoup plus pour le contenu. Donc, dans ce cheminement-là du visiteur dont je vous parlais, c'est au niveau de l'acquisition de connaissances qui est important. Donc, voilà, une nouvelle exposition permanente aussi qui a été installée, mais qui, elle, traite davantage des métiers. Donc, c'est comprendre la difficulté de recréer en milieu clos la nature et donc de comprendre que c'est formidable ce qui se passe en nature. Comment ça se fait qu'on n'a pas besoin de traiter l'eau d'un lac pour héberger des poissons, alors que nous, ici, on a besoin de le faire. Donc, il y a tout un écosystème qui permet ça.
Ok, merci beaucoup, ça a l'air vraiment intéressant. J'ai hâte d'y aller une fois que ça va être de nouveau ouvert. Alexis, voulais-tu peut-être parler de la patrimonialisation des objets phares? C'est une question qui s'adresse à Anne. En fait, on voulait que tu nous parles en fait des notions d'objets phares et d'écosystèmes phares et les modéliser par rapport à la question du biodôme. Oui, c'est sûr, dans l'article sur les objets phares, donc je me suis vite aperçue qu'il n'y avait pas d'animaux vedettes, puisque les animaux ne portent même pas de nom, en fait. Ça, c'est lors de mon entrevue avec Yves Paris que j'avais pu avoir ces informations-là. Quand j'avais parlé à Martine Bernier, elle disait que les animaux phares, ça pouvait dépendre des âges, des visiteurs. Donc, c'est sûr que en partant de là, je me suis vite aperçue que c'était pas ça l'objet phare, mais justement cette recréation d'habitat et donc ces représentations d'écosystèmes. C'est sûr que lorsque j'ai fait un petit peu plus le travail théorique au niveau des valeurs de patrimonialisation, on retrouve la valeur symbolique, donc à travers l'observation des animaux, la valeur esthétique, et je rejoins les propos d'Étienne avec l'émerveillement des visiteurs, la valeur historique, ce rapport à la nature, et je fais un lien avec les Premières Nations qui avaient un rapport à la nature aussi beaucoup plus poussé, la valeur pédagogique, donc avec ce dont on parle, la sensibilisation du public à travers des thèmes, en se servant d'espèces animales ou végétales pour faire passer le message. C'est sûr que lorsque on peut reprendre un peu les paroles de Godard, l'application de la catégorie du patrimoine à la nature, c'est un petit peu forcer les choses, si je le paraphrase, parce qu'en fait, le patrimoine, c'est un bien approprié, si on le voit de manière très matérielle, et donc ça s'oppose un peu au sauvage. C'est pour ça que je vais rapidement vers le patrimoine immatériel, parce qu'en fait, on ne peut pas posséder un animal sauvage ni un paysage. Alors, par paysage, je parle évidemment de cette représentation des écosystèmes, et par animal sauvage, même s'ils sont en captivité, ce ne sont pas des animaux domestiques. Pardon. Donc, à travers ça, c'est sûr que le patrimoine immatériel prend forme, et au Canada, rapidement, au XXe siècle, on a parlé du patrimoine paysager, de cette importance-là. Donc, c'est sûr que dans toute cette démarche théorique que j'ai pu faire dans l'article sur l'objet phare, ça a clairement permis de mettre en valeur ce patrimoine des Amériques et aussi québécois. Donc, c'est un petit peu ça la démarche. Et c'est sûr que, pour reprendre un peu plus les termes de Gaël Crème dans son texte, le musée n'a plus à imposer ses valeurs. Donc, c'est sûr qu'on peut davantage faire évoluer les institutions qui préservent le patrimoine vivant, donc les végétaux et les animaux, dans une vision beaucoup plus respectueuse, où on choisit justement de ne pas contrôler ou dominer cette nature-là, mais de mieux la comprendre. Donc, voici un petit peu le cheminement que j'ai pu faire lorsque j'ai rédigé cet article. Peut-être qu'Étienne a d'autres notions sur cette patrimonialisation, vu que tu es au cœur et que tu y travailles. Mais moi, théoriquement, en fait, j'ai fait toute cette démarche. Écoute, Anne, j'adhère à tout ce que tu viens de dire. Je trouve ça vraiment très, très intéressant et probablement en de bien meilleurs mots que ce que j'aurais pu faire par rapport à la patrimonialisation. Merci à tous les deux. Est-ce que vous considérez, en fait, c'est une question qui s'adresse plus à M. Laurence, est-ce que vous considérez que les écosystèmes ont considérablement changé, ont été considérablement modifiés au fil du temps, quand il s'agit de parler des 5 écosystèmes? On parle bien des écosystèmes que nous, on reproduit, Oui, et non pas des écosystèmes naturels. Est-ce qu'ils ont considérablement changé? Nos écosystèmes ont acquis une certaine maturité.
Donc, je parlais au niveau de la végétation. Encore dernièrement, je regardais, bon, et nos horticulteurs font un travail incroyable. Est-ce que ça a considérablement changé? Non. Non. Il y a quand même une évolution qui est lente en nature. Je pense qu'on vit la même, nous aussi. Et de toute façon, les messages, on est capable de les articuler avec le même écosystème. Je parlais tout à l'heure de la façon dont nos approches éducatives, par exemple, ont évolué. On aurait pu avoir exactement le même écosystème qu'en 1992, les mêmes espèces, et on aurait quand même fait évoluer notre discours, notre façon de les présenter. Alors, on l'a dit tout à l'heure, certaines espèces ont cédé leur place à d'autres. On a plus ou moins d'individus aussi, mais somme toute, ce sont les mêmes. Par contre, avec les travaux, ce qu'on a fait, on a rajouté une mezzanine, donc un étage qui nous permet d'observer 3 de nos écosystèmes vus du haut. L'écosystème en soi n'a pas changé. Par contre, ne serait-ce que la forêt tropicale, dans une forêt tropicale, la végétation, la faune va changer pratiquement de mètre en mètre. La structure verticale, elle est super importante. Dans nos forêts à nous, ici au Québec, donc par exemple dans notre érablière, c'est moins vrai, mais les oiseaux occupent quand même une niche particulière. Donc, on va les retrouver à différentes hauteurs. Alors, d'avoir ce point de vue-là, ça ne change pas l'écosystème. Par contre, ça peut changer notre perception des écosystèmes qu'on présente. Il y a aussi la question de la lumière qui est importante. Est-ce qu'il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place pour qu'il y ait davantage de lumière? En fait, avec le toit de verre, déjà, c'est déjà, j'imagine, suffisant, mais est-ce qu'il y a eu, comment dire, des ajouts qui ont été faits pour agrémenter et augmenter la luminosité dans l'espace, dans l'enceinte du biodôme? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, ces lanterneaux-là, les puits de lumière sont importants. Sans eux, on n'aurait pas pu même penser un projet comme celui-là. Maintenant, non, ce n'est pas suffisant. On a un éclairage d'appoint. C'est nécessaire parce que déjà, le matériau dans lequel il fait ces lanterneaux-là va bloquer certaines longueurs d'onde des rayons du soleil. Donc, à ce moment-là, on n'a pas la vraie lumière naturelle qui atteint le sol. On a aussi des obstacles. Donc, dans notre forêt tropicale, on a une verrière, alors c'est couvert. Il faut rajouter un éclairage d'appoint à cet endroit-là. En fait, chacun de nos écosystèmes a un éclairage d'appoint afin de fournir le spectre lumineux nécessaire pour la croissance des plantes. On a, avec les travaux, rajouté aussi des passerelles dans le golfe du Saint-Laurent, dans la forêt tropicale. Or, on a de la végétation sous ces passerelles-là, en fait, essentiellement celles dans la forêt tropicale. Donc, il a fallu rajouter des éclairages sous la passerelle qu'on allume avant que le public entre et après, mais pour aller chercher un spectre particulier, ce qui donne une lumière un peu mauve, mais c'est vraiment pour les besoins des plantes. Donc, quand on parle du biodôme ou quand on pense au biodôme, on pense souvent aux soins aux animaux, mais on chouchoute tout autant nos plantes. Ah, puis les lanterneaux ont été changés aussi. Avec le temps, ça fait une bonne dizaine d'années à peu près qu'on les a changés. Avec le temps, le matériau finit par devenir un peu moins translucide, donc ils ont été changés. Et là, j'oublie le nombre, là, mais c'est plusieurs dizaines de lanterneaux et il n'y en a pas un de pareil. Sur une photo, ça ressemble pareil, mais ils sont tous faits sur mesure. Ça a été tout un travail là, pour remplacer ça. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez vu des impacts sur les animaux par le manque de luminosité ou par la présence de sons qui auraient pu créer un stress chez les espèces animales, chez les espèces vivantes, pardon? Par rapport à la luminosité, si on parle d'espèces animales, je n'ai pas d'exemple qui me viennent, je ne pense pas, parce qu'on essaie aussi de prévoir à l'avance. Hein. À partir du moment où je réfléchis à une activité, peu importe la nature de l'activité, mon premier réflexe, c'est le bien-être animal. Est-ce que ça aura un impact sur les animaux? Bon, c'est un très bel espace, le biodôme. On a un atrium en plein centre. J'aimerais beaucoup avoir de la musique à cet endroit-là. Ben, qui dit musique
dit vibration. Est-ce que ça peut avoir un stress pour nos animaux? Alors, tout ça, c'est mesuré, c'est évalué avec, on a un comité d'éthique et de bien-être animal, on a un vétérinaire sur place, donc on voit toujours ça. Alors, on essaie de prévoir le coût. Est-ce que nos animaux ne vivent aucun stress? On essaie de limiter le stress au maximum. On fait beaucoup, beaucoup d'efforts aussi au niveau de l'entraînement et l'enrichissement, principalement. Donc, l'enrichissement de façon à encourager, favoriser le développement ou le déploiement de réflexes ou de comportements naturels des animaux. Un lynx, ça aime grimper. Chez nous, ben, il commence à être un peu paresseux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut lui mettre, par exemple, des odeurs ou quelque chose qui va l'attirer dans l'arbre pour le stimuler. Alors, on les garde actifs comme ça. Donc, c'est ça pour ce qui est du stress, rien lié à la lumière pour les animaux, et puis le reste des stress, ben, on les limite beaucoup. J'en profite aussi pour dire que, bon, présentement, avec la fermeture, on n'était pas certifié par l'Association des zoos-aquariums américains, on l'était par l'Association canadienne, par contre. Mais on est présentement dans le processus pour aller rechercher cette accréditation-là américaine, qui est la référence mondiale. Et c'est énorme ce qui est demandé au niveau du bien-être animal et c'est normal. Lorsque vous voyez une institution qui présente une accréditation à l'AZA, l'Association des zoos-aquariums américains, il y a vraiment une liste, il y a un cahier imposant de tâches, de responsabilités qu'on doit remplir. Alors, et le bien-être animal vient en tête de tout. Une institution comme la nôtre ne pourrait pas être accréditée si, par exemple, on avait négligé le moindrement un animal. Donc, beaucoup, beaucoup d'efforts sont déployés de notre côté là-dessus. C'est une responsabilité hein, qu'on a. Tout à fait. Oui, puis on peut le voir très bien, que ce soit au départ dans le documentaire ou avec tes propos, Étienne, c'est qu'il y a aussi une gestion des connaissances, donc une acquisition des connaissances, et donc plus les employés connaissent les animaux, les végétaux, les contraintes, comme tu dis, pour des habilitations, où au départ, il y avait pour la conception du biodôme, Pierre avait convoqué un comité des sages. Puis là, on voit qu'il y a encore toutes sortes de comités pour justement aider avec des experts à aller chercher cette mission puis ces réalisations-là. Mais je pense que vraiment le mot-clé que je voulais dire, c'est cette gestion des connaissances continue où en fait on acquiert, puis on transmet du coup à d'autres employés qui peuvent arriver, où on peut justement avoir de plus en plus de connaissances. C'est ça qui disait comment un vétérinaire au début peut soigner des poissons exotiques. Je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup de connaissances, mais à force des années, depuis 1992, ils ont pu acquérir davantage d'expérience. Et je dirais, c'est vrai pour l'équipe qui s'occupe directement de nos collections, de nos animaux. Par contre, on a des agents de sécurité. On a des préposés au service à la clientèle, on a des gens d'entretien. Tout ce monde-là doit être conscient et agir en conséquence pour le bien-être animal. Merci beaucoup à tous les deux. Ça répond à nos questions. Est-ce que, Anne, tu peux nous parler de ton entrevue avec Pierre Bourque brièvement dans le cadre de ta recherche pour l'article que tu avais écrit en 2016? Alors, Pierre Bourque, je l'ai interviewé en 2015, donc pour ma recherche, en fait, un petit peu en dehors de l'article que j'ai écrit, mais ça va dans le même sens de toute manière. Donc, Pierre Bourque, j'ai pu le rencontrer depuis 2015 à de nombreuses reprises. On a fait 2 entrevues au Jardin botanique. C'est là-bas où il donne ses entrevues, Pierre. Et donc, c'est sûr que j'ai pu à la fois parler de la création du Jardin botanique, de sa modernisation, parler de l'insectarium également, avec le travail qu'il a fait avec Monsieur Brossard, ce fameux collectionneur. Et puis, effectivement, ce gros projet d'une vie, le biodôme que Pierre a porté avec son équipe. Donc, c'est sûr que quand il a voulu amener
cette proposition et avoir les subventions pour le 350e anniversaire. Il me disait qu'il avait repris un petit peu les mots de Marie-Victorin, qu'allons-nous laisser pour le 300e anniversaire de Montréal. Et en fait, il avait repris, mais pour le 350e anniversaire de Montréal, en faisant donc cette belle référence à Marie-Victorin. Et puis, comme je le dis, c'est toute une équipe, des réflexions, donc de passer à peut-être qu'on pourrait faire trois forêts tropicales. Là, finalement, on peut mettre en valeur les écosystèmes des Amériques. À la fois, Pierre avait des capacités de gestionnaire, d'écoute, etc. Donc, c'est sûr que d'avoir été aussi longtemps au jardin avec des équipes et des personnes qui connaissaient son réseau, il le dit aussi qu'il avait un lien plus direct avec les ministères et le maire. Donc, c'est sûr que c'était une autre époque, mais il y avait, donc comme on l'a dit, et il me l'a aussi répété en entrevue, c'est-à-dire ces problématiques d'amener des espèces animales et végétales au sein du biodôme. Et puis, c'est ça, cette évolution des espèces avec, donc lui, ça l'a un petit peu attristé que les fous de bassin finalement partent du biodôme. Mais c'est sûr que il y a aussi eu des avancées. Je veux dire, il s'est entouré de personnes, d'une équipe. Ils ont créé donc tout cette sorte de recyclage des énergies à l'intérieur du biodôme avec l'utilisation de l'informatique. Et puis, c'est sûr qu'il a eu un grand attachement et que, je peux le citer, ça lui a un petit peu brisé le cœur quand il a appris que le biodôme allait être une entité indépendante dans les années 90, parce que pour lui, le biodôme, c'est un peu l'enfant du jardin. Il l'a fait avec son équipe. Mais c'est sûr, il était très ému quand ça a ouvert. Il était très ému de voir cette file d'attente. On le voit un petit peu dans le documentaire, mais si vous le rencontrez dans la vraie vie, il va parler avec autant d'émotion. Et c'est ça, je pense, sa qualité première, c'est d'avoir eu donc un petit peu cette vision que je disais au début de vouloir justement, avec ce rêve, amener la nature dans la ville, ce qu'il a fait avec le jardin dans un premier temps. Puis là, il voulait justement créer un autre type de zoo et il a vu que ça fonctionnait avec les floralies, donc on pouvait conserver des végétaux à l'intérieur. Et puis après, avec son équipe, c'est sûr que ça s'est développé sur un concept de plus de zoo contemporain, qui est une fusion en fait d'un jardin, d'un zoo et d'un aquarium, puisqu'il y a aussi une partie aquarium dans le biodôme. Donc, c'est un petit peu cet esprit novateur de gestion d'un gros projet qui n'a pas été forcément facile, comme je le disais, au niveau politique, pour aller chercher les fonds jusqu'à la dernière minute, ou côté scientifique, où il y a des scientifiques qui n'y croyaient pas. Donc, c'est sûr que lui, il a fait face à tout ça au premier front, et c'est sûr que pour lui, ça a été un projet difficile à faire, qui a fonctionné, qui a pu, justement, à travers sa mission, comme on dit, faire évoluer les mentalités. Étienne le dit très bien, aujourd'hui, un visiteur est beaucoup plus conscient des enjeux et je pense que le biodôme et des institutions comme ça peuvent contribuer justement à ces évolutions de mentalité. Donc, c'est un petit peu ça. Et Pierre le dit souvent, c'était pas évident autant de faire un jardin japonais et un jardin chinois sans modèle, mais c'était pas non plus évident de faire un biodôme sans modèle. Donc, il a énormément voyagé. Il a été visiter plein de zoos, plein d'aquariums en Californie, en Floride, un peu partout, pour justement s'inspirer et faire cette fusion. Cette belle fusion dans le biodôme qui signifie la maison pour la vie. Donc, ça veut un peu tout dire, ça boucle la boucle et je pense que oui, le biodôme peut être vu comme un espace muséal. Étienne tout à l'heure disait, oui, les animaux font partie de la collection. Donc aussi, on peut employer ces termes un peu muséologiques de collection, de préservation d'un patrimoine, mais un patrimoine vivant. Et donc, c'est un petit peu lors de cette entrevue avec Pierre que moi, j'ai pu de manière très personnelle apprendre davantage. Et donc, à travers ma recherche, c'est également pour diffuser un petit peu plus comme interprète ce que des muséologues ou ce que des gestionnaires comme Pierre Bourque ont pu faire.
C'est sûr que c'était pas évident pour l'époque, mais c'est sûr que des fois, ce côté un peu visionnaire, puis ce rêve de vouloir vraiment amener la nature dans un milieu urbain, je pense que la personnalité de Pierre a aidé à faire fonctionner ce genre de projet. Merci beaucoup, Anne. Daphné? Ah oui, peut-être pour terminer, juste une dernière question avant d'ouvrir les questions pour notre public, et ce sera pour Monsieur Laurence. Ça a été quoi, comment ça s'est passé le retour à la réouverture en septembre? Qu'est-ce que vous avez eu comme retour du public? Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Oui, ça a été un retour particulier, disons, d'ouvrir un musée, d'abord en temps de pandémie. Ça a été un peu étrange. Maintenant, au niveau de la réception du public, euh, on a mis de l'avant, c'est certain que, bon, moi, j'accroche parfois dans les fleurs du tapis parce que je vois tout ce qui a été fait. Et les gens étaient contents. Le premier élément, les gens étaient contents de pouvoir revenir. Il y a un fort sentiment d'appartenance pour une partie de nos visiteurs qui est vraiment importante. Donc, les gens revenaient voir leur biodôme. Donc, pour ça, la réception a été très, très bonne. Euh, Maintenant, c'est certain que c'est beaucoup les espaces publics qui ont fait l'objet de travaux. Les visiteurs, beaucoup viennent pour nos collections vivantes, pour nos animaux, nos écosystèmes, et il y a eu peut-être moins, pas moins d'efforts parce qu'on a quand même travaillé dans les écosystèmes, mais les gens revoyaient certaines espèces. Alors, entre les attentes après 2 ans et demi de fermeture et la réalité, pour certaines personnes, ça a été un peu plus difficile, mais la majorité de notre clientèle était contente de revenir, contente des nouvelles approches, contente aussi de savoir que le biodôme se positionnait encore plus fermement pour, mettre de l'avant la protection de la biodiversité et de soulever encore plus les enjeux climatiques ou les enjeux environnementaux de toutes sortes. Euh, on a différents éléments qui ont été mis en place, dont une nouvelle exposition permanente, j'en parlais tout à l'heure. Les gens ont apprécié ça parce que ce qu'on présente là, c'est la façon dont on fait vivre le biodôme, mais par les yeux des employés. Donc, c'est vraiment nos employés qui ont été sondés pour expliquer en fait en quoi, par exemple, ça a été important pour des employés de développer des sortes de pantoufles à manchots pour éviter que certains manchots qui avaient des problèmes d'irritation aux pattes aggravent leur cas. Euh, alors ça a très bien été. C'est certain que les mesures sanitaires, ça ne plaisait pas à tout le monde. Il y avait quand même beaucoup de monde présent sur place. Mais dans l'ensemble, les commentaires étaient très bons de ce qu'on a pu observer sur place à la ouverture.